Donc Torpet, tu n'as même pas appris à prendre des mesures ordinaires, l'argent que j'ai dépensé pour toi était donc un pur gaspillage, hein? Alors si on était allé au palais, c'est comme ça que tu m'aurais humilié? Il y a de nombreuses années, dans le village de Hofu, vivait un jeune homme nommé Daré. C'était un homme riche, jeune, humble et respecté, que toutes les jeunes femmes du village rêvaient d'épouser. Il y avait une compétition silencieuse entre les filles pour savoir qui deviendrait l'épouse chanceuse de Daré. Mais lorsqu'il décida enfin de se marier, il choisit Neka, une styliste talentueuse dont les mains transformaient le tissu en magie. Elle savait donner vie aux descriptions les plus vagues, on disait que c'était sa grand-mère qui lui avait transmis ce don. Leur union fit grand bruit, certains les félicitaient, d'autres les jalousaient et murmuraient dans l'ombre, allant jusqu'à leur souhaiter du mal. Mais Daré et Neka ne se laissèrent pas distraire et célébrèrent leur mariage avec faste. Quelques semaines plus tard, Neka tomba enceinte, et le couple, rayonnant de bonheur, se prépara activement à accueillir leur premier enfant. Daré ne ménagea aucun effort pour choyer sa femme. Le jour tant attendu arriva. Dès que Neka ressentit les premières contractions, Daré fit appeler la sage-femme. Peu après, la femme sortit de la chambre. Daré se précipita vers elle, tout excité, et demanda « Maman, comment va-t-elle » Elle sourit légèrement et répondit « Ta femme va bien, elle vient de mettre au monde un garçon. » Fou de joie, Daré leva le poing vers le ciel, criant « Oui. Je suis papa. » Mais la sage-femme reprit aussitôt « Il y a un problème. Le bébé est né mort. » Daré resta figé, les yeux vides, la gorge sèche. Il courut à l'intérieur et trouva Neka en pleurs, effondrée. Son cœur se brisa. Leur précieux enfant, tant attendu, était mort-né. Il prit sa femme dans ses bras, essayant de la consoler, bien que lui-même était anéanti. Les semaines suivantes furent sombres et douloureuses. Ils tentèrent de se relever, mais le vide était trop lourd. Quelques mois plus tard, Neka retomba enceinte. Cette nouvelle leur rendit un peu d'espoir. Cette fois, Daré fut encore plus attentionné, plus prudent, déterminé à éviter toute erreur. Mais le destin fut cruel une fois de plus, le bébé naquit encore mort. Et une troisième fois, la même tragédie. 3 enfants perdus. Neka s'écroula. Elle n'en pouvait plus. Daré aussi était dévasté. Il décida de consulter un spiritualiste. Ce dernier leur révéla que des forces maléfiques étaient à l'origine de ces morts. Il leur conseilla de revenir pour une purification dès que Neka serait de nouveau enceinte, sans quoi l'enfant suivant mourrait aussi. Rassurés d'avoir trouvé une piste, ils rentrèrent chez eux, déterminés. Quand Neka tomba enceinte pour la 4e fois, ils retournèrent voir le spiritualiste pour effectuer le rituel. Le jour de l'accouchement arriva. Et cette fois, Daré entendit enfin les cris d'un nouveau-né dans sa maison. Fou de bonheur, il se réjouit, enfin, il était père. Mais à peine avait-il le temps de savourer sa joie que la sage-femme sortit, le visage triste. Elle lui annonça que sa femme venait de mourir. Daré sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il courut dans la chambre et vit Neka, sans vie, allongée près du berceau de leur bébé qui pleurait. Il tomba à genoux, hurlant de douleur. La sage-femme dut l'aider à s'occuper du nouveau-né, une petite fille. Il la nomma Adaezé. Brisé, Daré pleura sa femme pendant des mois, tout en élevant seule sa fille. Il la chérissait comme le dernier souffle de Neka. Mais il comprit qu'il avait besoin d'aide pour s'occuper d'Adaezé, alors il épousa une autre femme, Moreyor. Elle s'installa et prit soin d'Adaezé, mais Daré ne pouvait lui donner l'amour qu'il avait donné à Neka. Tout son amour s'était transféré à Adaezé. Moreyor remarqua rapidement la préférence de Daré pour sa fille aînée et en fut blessée. Elle conçut une jalousie silencieuse envers Adaezé. Lorsqu'elle donna naissance à sa propre fille, Torpet, elle pensa que Daré changerait, mais il continua de traiter les 2 filles différemment. Il aimait Torpet, mais Adaezé restait spéciale à ses yeux. Moreyor ne supportait pas de voir sa fille reléguée au second plan. Elle commença à élever Torpet dans l'idée que sa demi-sœur était une rivale. Torpet, plus jeune de 2 ans qu'Adaezé, devint peu à peu jalouse. Tandis qu'Adaezé héritait de la douceur, de l'humilité et du talent de sa mère, Torpet était avide, possessive, querelleuse. Même lorsque sa sœur partageait avec elle, elle voulait tout.
Daré détestait cette attitude et la réprimandait, ce qui poussait Morayor à la défendre en disant que sa fille avait simplement l'esprit de survie. Elle lui disait de ne jamais laisser qui que ce soit prendre plus qu'elle. Ainsi, Torpet grandit avec une mentalité de compétition et de jalousie envers une sœur qui, elle, ne voyait rien de tout cela. Morayor exploitait Adaezé dès que Daré quittait la maison, la faisant faire toutes les tâches. Mais Adaezé obéissait toujours avec un cœur joyeux. Elle faisait vite ses corvées pour pouvoir s'échapper discrètement vers un endroit qu'elle adorait, une boutique de couture tenue par une dame gentille nommée Mama Cozy. C'est là qu'Adaezé découvrit son amour pour la mode. Elle apprenait vite, dessinait des modèles créatifs, et la dame l'encourageait. Elle était impressionnée par son talent et commença même à lui donner des tâches. Quand Morayor découvrit qu'Adaezé s'éclipsait souvent, elle envoya Torpet l'espionner. Apprenant qu'elle travaillait dans une boutique de couture, elle fut furieuse. « Tu veux suivre les traces de ta mère ? Tu veux nous montrer que tu as hérité de son talent ? Jamais, pas tant que je vivrai, avait-elle murmuré. Elle attendit Daré et alla le trouver le soir même. Mon mari, Adaezé quitte la maison chaque jour en cachette. Je pense qu'elle fréquente des endroits douteux. Si elle ramène une grossesse indésirable, tu me reprocheras de ne pas avoir été une bonne mère. Daré, inquiet, appela sa fille. Elle avoua qu'elle se rendait à la boutique de couture pour apprendre. Morayor intervint aussitôt, tu vois ? Elle ment. Elle te cache sûrement autre chose. Daré, bien qu'il fasse confiance à Adaezé, décida de lui interdire de quitter la maison. Elle fut attristée, mais obéit. Morayor était ravie. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Adaezé avait déjà appris l'essentiel. Morayor décida alors de forcer Torpet à apprendre la couture. Torpet refusa, disant qu'elle était trop belle pour coudre. Elle voulait plutôt épouser un homme riche, un roi ou un chef. Tu es comme moi, alors, lui dit-elle fièrement. Ton père m'a épousée alors que je ne savais rien faire. Mais Morayor insista et traîna sa fille jusqu'à la boutique de couture. Cependant, Torpet ne s'y rendait jamais. Elle sortait, allait ailleurs, et mentait à sa mère qui croyait qu'elle progressait. Pendant ce temps, Adaezé restait à la maison, surveillée comme un prisonnier. Mais elle rêvait chaque nuit de croquis, de modèles, de tissus. Elle pleurait souvent, se sentant étouffée. Daré remarqua son chagrin. Un soir, il l'appela. Elle lui ouvrit son cœur. « Père, j'ai l'impression qu'on m'arrache ce que je suis. J'ai des idées pleines la tête, mais je ne peux rien en faire. » Daré fut ému. Il lui raconta que sa mère avait été la meilleure couturière du village et qu'elle avait, sans doute, hérité de son don. Il lui promit de lui ramener la machine à coudre de sa mère et des tissus. Elle le remercia, en larmes. C'est ainsi qu'Adaezé reprit la couture, devant la maison. Morayor, en la voyant, fut folle de rage, mais se contint. Après tout, sa fille aussi apprenait, pensait-elle. Jusqu'au jour où elle rendit visite à la boutique et apprit que Torpet n'y avait plus mis les pieds depuis la première fois. Elle rentra chez elle furieuse et administra 2 gifles à sa fille. « Tu es une idiote. Adaezé progresse, et toi, tu fuis ton avenir. » Torpet répondit, « Je veux être l'épouse d'un roi, pas une couturière. Et toi non plus tu ne sais rien faire, pourtant père t'a épousé. » Morayor, hors d'elle, lança sa chaussure sur sa fille. « Le jour où je regretterai d'avoir mis quelqu'un au monde, ce sera toi. » Pendant ce temps, Adaezé continuait de créer des merveilles. Un jour, elle offrit une robe à Torpet. Quand cette dernière la porta, tout le village l'admira. Mais au lieu d'en être fier, Morayor gronda sa fille. « Pourquoi as-tu dit aux gens que c'est Adaezé qui l'a faite ? Dès aujourd'hui, tu diras que c'est toi. Je lui demanderai de continuer à faire des robes pour toi, mais tu diras toujours que c'est toi. » Adaezé n'en savait rien. Elle continuait à coudre, discrète et passionnée. Les gens étaient fascinés par ses modèles. Un jour, une cliente lui annonça que la reine avait vu une de ses créations et voulait la rencontrer. Morayor, qui écoutait depuis un coin, paniqua. Si Adaezé rencontre la reine, elle deviendra intouchable. Elle alla la menacer, « Tu n'iras pas. C'est Torpet qui ira. Si tu parles, tu mourras. Tu me connais. » Adaezé, pétrifié, dut accepter.
Elle savait que Morayor était capable du pire. C'était la fin de son rêve. Et le début d'un nouveau combat. Le lendemain matin, Morayor réveilla Adaeze très tôt et lui rappela de ne rien dire à personne, surtout pas à son père, à propos de la demande de la reine. Elle lui ordonna également de montrer à Torpet comment prendre des mesures corporelles pour ne pas se ridiculiser au palais. Adaeze, bien que triste, savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle prit les mesures de Morayor pour montrer à Torpet comment faire. Torpet, qui ne s'était jamais intéressée à la couture, était confuse. Elle tenait le maître n'importe comment et avait du mal à suivre les instructions. Adaeze devait reprendre plusieurs fois, mais Torpet était distraite et bâclait tout. Malgré tout, Morayor estima qu'elle en avait assez vu et déclara que sa fille était prête. Elle choisit 2 des plus belles robes qu'Adaeze avait créées, et toutes 2 partirent en direction du palais pendant que père était encore au marché. Arrivées là-bas, elles furent accueillies chaleureusement par la reine qui, croyant avoir affaire à la créatrice des magnifiques robes qu'elle avait admirées, félicita Torpet pour son talent exceptionnel. Elle lui confia 2 tissus très précieux et lui demanda de lui confectionner des tenues uniques. Morayor, toujours souriante, remercia la reine et promit qu'elle ne serait pas déçue. Dès leur retour, Morayor se précipita dans la chambre et appela Adaeze pour lui remettre les tissus, lui ordonnant de commencer immédiatement. Adaeze, en larmes, prit les tissus et se mit à l'œuvre. Elle travailla avec soin et passion, comme toujours, bien que son cœur soit brisé. Elle savait que tout le mérite irait à Torpet. Une fois les vêtements terminés, Morayor et sa fille retournèrent au palais pour les livrer à la reine. Quand cette dernière essaya les robes, elle fut émerveillée. Les tenues lui allaient parfaitement et la qualité du travail la laissa sans voix. Elle paya gracieusement Torpet et lui donna encore plus de tissu. Ainsi commença un cycle de mensonges, Adaeze créait, Torpet recevait les louanges. La reine, impressionnée par tant de talent, décida qu'une telle jeune fille ne devait pas rester confinée au village. Elle proposa de sponsoriser Torpet dans une grande école internationale de mode. Torpet, qui ne s'attendait pas à cela, eut le souffle coupé. Quand elle raconta tout à sa mère, Morayor sursauta, les yeux écarquillés. Elle ne pensait pas que cela irait si loin. Mais elle se reprit vite et dit à sa fille qu'il fallait accepter immédiatement. Torpet, paniqué, répondit, « Maman, je ne sais même pas comment tenir une paire de ciseaux, comment vais-je survivre là-bas ?» Morayor la fixa longuement et lui répondit froidement, « Quand je t'ai supplié d'apprendre, tu n'as pas voulu. Maintenant tu as une chance que des millions de filles rêveraient d'avoir. Même si tu dois y aller en traînant les pieds, tu iras. Tu crois que la reine va envoyer Adaeze si tu refuses ? Non, jamais. Tu dois protéger ta place. » Torpet, toujours hésitante, accepta finalement, surtout en se rappelant qu'elle pourrait peut-être rencontrer le prince. Morayor fit de grands préparatifs pour le voyage. Elle annonça à père que Torpet allait voir sa grand-mère au village, et le lendemain, la reine envoya un chauffeur royal pour la conduire en ville. Torpet prit avec elle plusieurs tenues conçues par Adaeze, prétendant qu'elles étaient ses œuvres. Dès son arrivée à l'académie, elle fut logée dans une belle résidence. Le lendemain, lors de l'orientation, chaque élève devait se présenter. Quand ce fut son tour, Torpet déclara avec fierté qu'elle était la protégée de la reine. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains déjà intimidés. Ce programme international durait 6 mois, et la meilleure étudiante gagnerait une bourse pour aller étudier à New York. Torpet se contenta de sourire, mais son cœur battait la chamade. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Le coach de patronage l'approcha à la fin de la journée et lui déclara avec admiration qu'il avait hâte de voir ses créations. Torpet sourit bêtement et rentra à sa chambre. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Comment allait-elle survivre ? Pendant 2 semaines, elle fit semblant d'être malade et évita les cours. Elle s'asseyait dans un coin et observait les autres. Quand les enseignants insistèrent pour qu'elle participe, elle se plaignit de douleurs à la tête qui brouillaient ses idées. Elle inventa une histoire, un oncle jaloux lui aurait jeté un sort pour empêcher son succès. Touchés, les professeurs lui accordèrent plus de temps. Mais un jour, l'un d'eux lui demanda de simplement assembler 2 tissus. Elle prit le tissu, s'assit devant la machine et ne sut même pas comment l'allumer. Elle essaya de faire semblant mais se ridiculisa en tenant les pièces à l'envers. Plusieurs enseignants s'approchèrent, silencieux,
observant la scène. Torpet paniqua. Lorsqu'elle sentit leur présence derrière elle, elle tenta un sourire, mais on lui dit fermement, au bureau maintenant. Là-bas, on lui posa un ultimatum, soit elle cousait une robe simple sur le champ, soit elle avouait tout. En larmes, Torpet éclata, c'est ma mère. C'est elle qui m'a poussé à voler la place de ma demi-sœur. C'est Adaeze qui a tout fait. Les enseignants étaient sous le choc. Ils convoquèrent immédiatement la reine. Honteuse, celle-ci fit revenir Torpet au village dans un véhicule de sécurité. Moreyor, qui racontait partout que sa fille était à l'étranger dans une école de mode de renommée mondiale, reçut un choc en voyant Torpet ramenée comme une criminelle. À peine la porte du véhicule fermée, la reine entra dans une colère noire. Elle cria, « Vous m'avez toutes les deux prises pour une idiote. Vous avez volé le talent et la destinée d'une orpheline pour la donner à une incapable. » Torpet, effondré, pleurait au sol. La reine se tourna vers Moreyor, « Tu es un monstre. Mais je ne peux pas te frapper à cause de ton âge. Par contre, ta fille paiera. Quant à Adaeze, elle ira à l'académie aujourd'hui même, un chauffeur l'Y conduira. Et j'espère qu'elle pourra rattraper les 2 mois perdus. » Adaeze, convoquée au palais, écouta la reine, tremblante, les larmes aux yeux. Quand on lui demanda de se préparer, elle courut chez elle. Moreyor, dans un dernier sursaut d'hypocrisie, tenta de s'excuser. Adaeze, avec une grâce rare, l'arrêta doucement, « Je vous ai déjà pardonné. J'ai toujours voulu que vous m'aimiez comme une mère. » Moreyor pleura, sortit un peu d'argent, un tissu et une pomme. Elle les offrit à Adaeze. Celle-ci accepta, émue, puis partit dire au revoir à Torpet. En entrant dans sa chambre, elle ne trouva pas sa demi-sœur. Elle s'assit sur son lit et soupira. Si seulement les choses avaient été différentes. Pendant ce temps, Torpet rentra à la maison, fatigué, trouva une pomme sur son lit, pensa que c'était un cadeau de sa mère et la coupa pour en manger. Quand Moreyor la vit, elle sursauta. « Qui t'a donné cette pomme ?» Torpet répondit, « Elle était sur mon lit, je pensais que c'était toi. » Moreyor blêmit, « Non, ce n'était pas moi. »« Tu as mangé cette pomme ?» Torpet hocha la tête. Moreyor hurla, « Je l'ai donnée à Adaeze, et elle était empoisonnée. Je voulais l'empoisonner. » Mon Dieu! Quelques heures plus tard, Père rentra et trouva Moreyor et Torpet morte, écumant de la bouche. Il comprit aussitôt que le piège tendu à sa fille s'était retourné contre elle. Il resta là, les regardant, le cœur soulagé. Ce mal était enfin éradiqué. Au palais, le prince sortit pour accompagner Adaeze au véhicule. Il lui dit en la regardant dans les yeux, « Je viendrai bientôt à New York, et j'espère que cette fois, tu seras plus que ma styliste. » Adaeze sourit, monta dans la voiture. Son voyage vers une nouvelle vie venait de commencer. Tous les préparatifs nécessaires avaient été faits et Adaeze arriva à New York en toute sécurité. En tant que meilleure étudiante diplômée de l'Académie du Nigeria, elle fut bien accueillie aux côtés d'autres étudiants venus de plusieurs pays. La formation à l'Institut de mode de New York était très avancée, intense et axée sur le raffinement du talent brut. Le but principal était de créer un pont entre les styles de mode des différents continents. Avec le soutien de la reine, Adaeze put louer un studio confortable non loin de l'Institut, où elle s'installa seule. Le premier soir, assise sur son lit, elle repensait à tout ce qu'elle avait traversé et à la manière inattendue dont les choses s'étaient retournées en sa faveur. Si Torpet avait appris à coudre, elle aurait probablement continué à lui voler son identité sans jamais être démasquée. La vie était vraiment imprévisible. Le choc fut plus fort encore quand son père lui envoya un message l'informant que Moreyor et Torpet étaient mortes après avoir mangé la pomme empoisonnée destinée à la piéger. Adaeze fut bouleversée, elle n'avait jamais souhaité leur mort, malgré tout ce qu'elle lui avait fait. Elle reprit rapidement ses cours et se lia d'amitié avec une Ghanéenne nommée Tama, elle aussi une styliste talentueuse, sponsorisée par son église. Elles découvrirent qu'elles avaient des parcours similaires, Tama était orpheline, elle aussi, et avait souffert avant de recevoir de l'aide. Les 2 jeunes femmes formaient un duo remarquable, chacune avait un style unique et elles se complétaient parfaitement. Elles travaillaient souvent ensemble et impressionnaient tous les professeurs par leur créativité. 3 mois après son arrivée, le prince Tunde arriva lui aussi à New York.
Il était venu auparavant pour ses études de master, mais cette fois, il avait 2 objectifs, monter son cabinet de conseil, surtout, retrouver Adaese. Quand il se présenta à l'institut pour lui rendre visite, elle fut très surprise. Elle était alors en compagnie de Tama et elle présenta le prince comme l'homme qui avait joué un rôle essentiel dans sa vie. Tunde les invita à déjeuner et tout au long du repas, il ne cessa de poser son regard sur Adaese. Celle-ci ne remarqua rien, mais Tama, elle, le vit très clairement. De retour à l'institut, Tama taquina Adaese, ce garçon est fou de toi, tu ne vois pas comment il te regarde? Adaese rit nerveusement, refusant d'y croire. Un prince amoureux d'une fille comme elle? Ce n'était pas possible. Mais Tama insista, tu n'es pas n'importe qui, tu es une styliste brillante, tu as un cœur pur et une grâce naturelle. Tu verras bientôt. Tunde revint tous les jours pour voir Adaese. Il la sortait déjeuner, l'aidait dans ses projets et ne cessait de lui répéter qu'elle était spéciale. Il ne la faisait jamais sentir inférieure, au contraire, il l'encourageait, la valorisait, la protégeait. Un jour, Adaese décida de lui offrir quelque chose à la hauteur de sa gentillesse. Elle acheta de magnifiques tissus africains et confectionna 10 tenues sénatoriales pour lui. Lorsqu'elle les lui présenta, il resta bouche bée. « Tu m'as pris par surprise, dit-il, émerveillé. Je suis honoré d'avoir la meilleure styliste de l'Institut comme créatrice, mais tu sais ce que je voudrais encore plus? Que tu sois plus que ma styliste. Je t'aime, Adaese. Je veux que tu sois tout pour moi. » Adaese resta sans voix. Elle avait toujours été prudente, se demandant si elle avait une place dans un monde aussi élevé que celui du prince, mais elle réalisa qu'elle ressentait la même chose. Le soir, elle repensa à ses paroles et murmura dans l'ombre de sa chambre, « Il veut que je sois tout pour lui. » Même Morayor en mourrait une seconde fois si elle savait ça. Peu après, leur relation devint officielle. La reine fut informée et elle bénit leur union avec joie. Une année passa. Adaese termina brillamment ses études à l'Institut de New York. Elle décida d'ouvrir une maison de couture dans la ville, tout en retournant dans son village pour y créer une école de mode destinée aux jeunes filles passionnées. Tunde soutint entièrement son projet. Ils acquirent un local à New York, mais décidèrent de retourner à Ofu pour se marier et lancer l'école. Tama, de son côté, prévoyait aussi de retourner au Ghana pour ouvrir sa propre maison de couture. Elle resta néanmoins en contact avec Adaese. Le retour du couple à Ofu fut spectaculaire. La reine organisa une grande fête surprise. Les villageois, fiers, accueillirent avec enthousiasme leur fille prodige devenue styliste internationale. Père était ému, les yeux pleins de larmes. Sa fille était allée plus loin que tous ses rêves. Alors qu'Adaese s'essuyait les yeux devant tant d'émotions, elle se retourna et vit Tunde, à genoux, une bague de fiançailles à la main. La foule éclata de joie. Elle accepta avec un large sourire. C'était un double événement, fiançailles et retour triomphal. Le mariage fut fixé pour dans 2 mois. Adaese visita son père un soir et, en revenant au palais, elle croisa une jeune femme essoufflée, fuyant quelque chose. Adaese s'approcha, inquiète, et lui demanda ce qui n'allait pas. La jeune femme, appelée Lara, pleurait. Elle expliqua qu'elle avait rompu avec un homme violent qui la harcelait depuis, allant jusqu'à l'agresser physiquement. Adaese, bouleversée, décida de l'aider. Mais quand elle demanda où habitait l'homme, Lara répondit qu'il venait d'un village lointain, ce qui rendait toute confrontation difficile. Adaese ramena Lara au palais et prit soin d'elle. Elle lui proposa même de financer une formation professionnelle afin qu'elle prenne un nouveau départ. Lara accepta avec gratitude et s'attacha rapidement à Adaese. Elle l'aidait dans les préparatifs du mariage, assistait aux répétitions, préparait la décoration de l'école de couture. Adaese était heureuse d'avoir une nouvelle amie, elle qui avait toujours été seule. Lara jouait son rôle à merveille. Adaese ne savait pas que cette femme qu'elle avait recueillie était en réalité la fille cachée de Morayor. Née avant que sa mère épouse père, Lara avait grandi loin du village, élevée par une parente. Lorsqu'elle apprit la mort de sa mère et de sa demi-sœur, elle jura de se venger de celle qu'elle tenait pour responsable, Adaese. Son plan était simple, s'infiltrer, gagner sa confiance, puis frapper là où ça ferait le plus mal. À 2 semaines du mariage, Adaese devait se rendre en ville pour finaliser quelques achats.
Tunde proposa de l'accompagner, mais elle insista pour y aller seule. Lara, se disant fatiguée, refusa aussi. Adaeze partit donc seule. Tunde recevait régulièrement de ses nouvelles par téléphone. Mais au bout de quelques heures, il n'eut plus aucun appel. Son téléphone ne passait plus. Tunde paniqua. Il contacta Lara, qui prétendit ne rien savoir. Inquiet, il voulut appeler la police, mais sa mère lui dit d'attendre le lendemain. Peut-être que son téléphone avait été volé ou qu'elle avait eu un contretemps. Mais quelques heures plus tard, un appel changea tout. Une voix étrange lui dit « C'est bien vous, le prince ? Votre fiancée est avec nous. Si vous prévenez la police, elle mourra. Attendez nos instructions. » Puis un rire maléfique, et la ligne coupa. Tunde trembla. Il avait entendu les pleurs d'Adaeze en arrière-plan. Lara, présente, joua la femme bouleversée. Oh non! Adaeze kidnappée? Comment? Où? Mais personne ne savait. Elle passa la nuit au palais, jouant l'inquiète, assise à côté de Tunde, qui ne trouvait plus le sommeil. Le matin suivant, un colis fut livré au prince. Il l'ouvrit et tomba en état de choc. Des photos d'Adaeze, humiliée, bâillonnée, entre les mains d'hommes masqués. Puis un appel, tu veux la revoir? Envoie 50 millions. Sinon, elle disparaît pour toujours. Cette fois, Tunde ne se retint pas. Il informa la police, en secret. Pendant ce temps, Lara prétendit avoir une urgence et quitta le palais, prétextant qu'elle reviendrait bientôt. La police enquêta toute la journée, mais ne trouva aucune piste concrète. Tunde se préparait à payer la rançon, prêt à tout pour sauver Adaeze. C'est alors qu'on frappa à la porte du palais. 2 policiers, accompagnés d'Adaeze et de Tama, étaient là. Tunde se précipita, la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. La reine, soulagée, l'installa et lui offrit un verre de lait chaud. Quand elle reprit ses esprits, Tama expliqua qu'elle était arrivée au Nigeria pour assister au mariage, qu'elle était en contact avec Adaeze, et que, ne la trouvant pas au lieu prévu, elle avait interrogé les passants. Certains avaient vu une jeune fille être enlevée. Elle alerta immédiatement la police, et comme Adaeze avait activé la géolocalisation de son téléphone, ils purent retrouver l'endroit. Adaeze fut libérée, les ravisseurs arrêtés. Au commissariat, les hommes confessèrent avoir été payés par une femme, laquelle fut arrêtée à son tour. Quand elle fut amenée menottée devant eux, le choc fut total. C'était Lara. Tunde demanda « Que fais-tu ici ?» Les policiers expliquèrent qu'elle était la commanditaire. Adaeze, stupéfaite, s'avança « Lara ? Pourquoi ?» Celle-ci cracha sa haine, « Parce que tu aurais dû mourir à la naissance. Ma mère a tout fait pour t'éliminer, mais tu as toujours survécu. À cause de toi, elle et ma sœur sont mortes. Tu crois que je t'aiderai? Tu n'es qu'un obstacle. Moi, je suis la fille aînée de Morayor. Je méritais d'être la lumière de cette famille. J'ai tout organisé pour te détruire. » Le policier la gifla, la ramena dans la cellule. Le prince emmena Adaeze à l'hôpital, inquiet que les images vues soient réelles. Heureusement, elle n'avait pas été agressée. Les photos avaient été truquées. Lorsqu'on annonça la nouvelle à Père, il jura que toutes les graines de Morayor soient effacées de cette terre. Le mariage eut lieu comme prévu. Tama resta auprès d'Adaeze, comme une sœur. Une semaine après, Adaeze lança son école de mode et retourna à New York avec Tunde. Ensemble, ils bâtirent un empire. Adaeze et Tunde s'installèrent définitivement à New York où ils lancèrent officiellement leur maison de couture, une marque fusionnant les esthétiques africaines et modernes. Le talent d'Adaeze, déjà reconnu, atteignit une toute nouvelle dimension à l'international. Elle recevait régulièrement des commandes de personnalités publiques, de célébrités, et participait à plusieurs défilés de mode prestigieux. Son école de couture à Ofu continuait de fonctionner sous la supervision d'une équipe bien formée qu'elle avait mise en place avant son départ. Tunde, de son côté, développa un cabinet de conseil en gestion stratégique et fit prospérer leur entreprise familiale. Leur couple était solide, complémentaire, bâti sur la confiance, l'admiration et un amour profond.
Adaeze n'oubliait jamais ses racines, elle participait à des programmes de mentorat pour aider de jeunes designers africains et finançait des bourses pour les filles issues de milieux défavorisés. La reine du royaume de Ofu, qui avait toujours cru en elle, était honorée de voir que sa protégée représentait dignement son village à l'étranger. Tama, restée au Ghana, ouvrit également sa maison de couture, mais elle rendait souvent visite à Adaeze et l'accompagnait lors de grands événements. Leur amitié était restée indéfectible, tissée dans la loyauté et la reconnaissance mutuelle. Adaeze avait tourné la page des douleurs passées, mais elle ne les avait jamais oubliées. La trahison de Morayor, de Torpet, de Lara, les blessures, les humiliations, tout cela avait forgé en elle une force intérieure inébranlable. Un jour, elle reçut une invitation pour participer à un sommet international de la mode à Paris. C'était un événement majeur, avec les plus grands noms de l'industrie. Elle décida d'y assister, et comme à son habitude, elle créa elle-même sa tenue, une robe majestueuse en soie brodée, inspirée de motifs traditionnels nigérians. Lorsqu'elle monta sur scène pour recevoir un prix honorifique pour son impact sur la mode mondiale, elle repensa à sa mère Nneka, à son père, à tous ceux qui avaient cru en elle. Dans son discours, elle dit « Je suis le produit de la douleur, de la grâce et de la seconde chance. Merci à ceux qui ont tenté de me briser, vous avez involontairement contribué à mon envol. » À la fin de son discours, une standing ovation retentit dans la salle. De retour à New York, elle retrouva Tunde, qui l'attendait avec un dîner aux chandelles pour célébrer sa récompense. Leur complicité était intacte, renforcée même par les épreuves et les années. Quelques mois plus tard, Adaeze découvrit qu'elle était enceinte. Ce fut un moment de pure joie. Tunde, fou de bonheur, la prit dans ses bras, les larmes aux yeux. Lui qui avait toujours rêvé de bâtir une famille avec elle, voyait enfin ce rêve se concrétiser. La grossesse se passa bien. Adaeze continua à travailler, à créer, à voyager, mais avec plus de précautions. Leur maison fut réaménagée pour accueillir le bébé. Père, en apprenant la nouvelle, pleura de joie. Il appela sa fille et lui dit « Ta mère serait si fière de toi. Tu as conquis le monde sans jamais perdre ton âme. Je t'aime, ma fille. » Ces paroles résonnèrent longtemps dans le cœur d'Adaeze. Le jour de l'accouchement arriva. Tunde était présent, tenant sa main, l'encourageant. Après plusieurs heures de travail, un cri retentit, leur bébé était né. Une petite fille, belle, vive, en parfaite santé. Ils la nommèrent Nneka, en hommage à la mère d'Adaeze. Le cercle était bouclé. Adaeze tint sa fille contre sa poitrine, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. Elle murmura, « Tu es la preuve vivante que rien n'est impossible. » Les mois passèrent. Le couple jonglait entre parentalité et travail, mais ils y parvenaient avec équilibre. Nneka grandissait dans un foyer rempli d'amour et de créativité. Un an plus tard, ils décidèrent d'organiser un grand événement au Nigeria, une exposition de mode géante réunissant tous les anciens élèves de l'école d'Adaeze, ainsi que des stylistes émergents de plusieurs régions d'Afrique. L'événement eut lieu dans une grande salle de conférence à Lagos. Adaeze invita la reine, Tama, son père, et plusieurs autres personnalités. Ce fut un succès retentissant. Les créations exposées reflétaient la richesse du continent, et Adaeze en profita pour lancer un fonds d'accompagnement pour les jeunes créateurs. Après l'événement, Adaeze visita l'école de couture à Ofu, où elle fut accueillie comme une reine. Les élèves l'applaudirent, lui chantèrent des chansons, et l'une d'elles s'avança pour lui dire « Grâce à vous, j'ai pu croire que mes rêves étaient possibles. » Ce jour-là, Adaeze comprit pleinement la portée de sa mission. Ce n'était pas juste la mode, c'était une mission de transmission, d'élévation, de guérison. Elle retourna à New York la tête pleine de projets. Mais un soir, alors qu'elle mettait Nneka au lit, elle reçut un message étrange sur son téléphone. C'était un numéro inconnu. Le message disait « Tu crois avoir échappé à ton destin, mais ce n'est que le début. » Adaeze frissonna. Elle montra le message à Tunde, qui contacta immédiatement la sécurité. Des enquêtes furent lancées, mais aucune piste ne fut trouvée. Tunde rassura Adaeze, lui promettant que rien ni personne ne pourrait jamais lui faire de mal. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils se promenaient dans un parc à Manhattan avec leur fille, un inconnu les aborda.
Il félicita Adaeze pour sa réussite et demanda une photo. Elle accepta, sourit, et ils posèrent ensemble. Mais lorsqu'elle consulta les réseaux sociaux le soir même, elle vit la photo publiée avec une légende étrange. L'histoire ne fait que commencer. Tunde enragea. Il redoubla les mesures de sécurité autour de sa famille. Adaeze tenta de rester sereine, mais au fond d'elle, une peur ancienne se réveilla. Et si la malédiction de Morayor et de ses descendantes n'était pas encore complètement effacée? Et si quelqu'un, quelque part, nourrissait encore une haine silencieuse? Elle se rappela les mots du spiritualiste bien des années auparavant. Tant que la lignée du mal existe, elle cherchera toujours à te faire tomber. Elle décida alors de consulter un homme de Dieu à New York. Ce dernier pria avec elle, jeûna pendant 7 jours, et lui dit, « Tu es marqué pour briller. Le ciel t'a choisi. Mais n'oublie jamais de veiller, car même une flamme forte peut vaciller si elle n'est pas protégée. » Adaeze retourna chez elle plus forte, plus déterminée. Elle savait que sa vie serait toujours une lumière dans les ténèbres, et qu'elle avait une mission bien plus grande que la couture. Elle avait survécu aux pires trahisons, surmonté la mort, défié les sortilèges. Désormais, elle portait non seulement des aiguilles, mais aussi une armure invisible. Elle était prête pour la suite. Un matin paisible à New York, Adaeze préparait Neka pour aller à la crèche lorsque Tunde entra dans la pièce avec une enveloppe en main, l'air grave. Il lui tendit le document sans rien dire. Adaeze l'ouvrit et découvrit une convocation officielle à comparaître devant un tribunal international pour suspicion de vol de propriété intellectuelle. Elle resta figée. Un cabinet européen l'accusait d'avoir copié leur design sur ses dernières collections. Tunde lui assura qu'ils allaient gérer cela légalement, mais Adaeze savait que cette attaque n'était pas le fruit du hasard. Elle pensait immédiatement à ce message étrange qu'elle avait reçu quelques mois plus tôt. Le procès s'annonçait médiatique, long, compliqué, mais elle savait qu'elle n'avait rien volé. Chaque design venait de son esprit, souvent inspiré de rêves, de visions ou d'images de son enfance au village. La nouvelle se propagea vite, alors que certains la soutenaient, d'autres commençaient à douter. Plusieurs de ses contrats furent suspendus en attendant l'issue du procès. Tunde était furieux, mais il restait son pilier. L'enquête révéla que les plaignants avaient, par des moyens illégaux, accédé à ses croquis confidentiels. Quelqu'un avait infiltré son équipe. Adaeze était blessée, elle avait toujours traité son personnel comme une famille. Elle fit mener une enquête discrète par un cabinet privé. Après plusieurs semaines, ils découvrirent que l'informateur était une certaine femme qui se faisait appeler Kemi, engagée récemment comme assistante administrative. Lorsqu'ils firent des recherches plus approfondies, ils trouvèrent que son vrai nom était Omolara. En voyant sa photo, Adaeze tomba de sa chaise. C'était la demi-sœur cachée de Torpet, une autre fille que Morayor avait abandonnée jeune. La lignée du mal revenait encore. Omolara avait grandi dans la Rancéure, nourrie par les récits que sa mère lui avait racontés avant de mourir, la belle-sœur d'une sorcière qui aurait tué ses sœurs. Elle avait juré de venger sa famille. Elle avait suivi le parcours d'Adaeze depuis le Nigeria, l'avait observé, approché, et avait attendu le bon moment pour frapper. Lorsqu'elle fut arrêtée, elle cria au tribunal, « Vous croyez qu'elle est une sainte? C'est la fille d'une femme maudite. Elle mérite de tomber. » Le juge ordonna qu'elle soit gardée à vue et que toutes ses communications soient examinées. L'affaire fut classée sans suite contre Adaeze, les preuves prouvant qu'elle était innocente. Mais le mal était fait. Plusieurs partenaires internationaux avaient déjà rompu les liens. Le moral d'Adaeze était au plus bas. Tunde décida de l'emmener dans une retraite spirituelle dans un centre de prière chrétien tenu par des pasteurs nigérians en Caroline du Sud. Là-bas, elle se reconnecta à Dieu, jeûna, pria et retrouva peu à peu la paix. Un soir, lors d'une veillée, une prophétesse l'appela et lui dit, « Ma fille, tu es un arbre qui produit du fruit en saison. Mais les oiseaux de la nuit veulent t'abattre. Ils ne peuvent te toucher sauf si tu abandonnes ta foi. Reste debout, car tu es appelé à éclairer les nations. » Adaeze pleura abondamment ce soir-là, relâchant toute la douleur de ces derniers mois. Elle rentra à New York transformée. Elle réorganisa son entreprise, fit un tri dans son personnel et recruta une nouvelle équipe loyale. Elle lança une collection intitulée Renaissance, célébrant la force des femmes africaines.
Cette collection fut un succès retentissant. Elle fut invitée à Milan, à Tokyo, à Londres. Le monde voulait la voir. Mais elle restait humble, concentrée, et surtout vigilante. Tunde, fier de sa femme, l'encourageait toujours. Leur fille Nneka grandissait avec intelligence et douceur. À seulement 3 ans, elle montrait déjà un intérêt pour les tissus, et Adaeze plaisantait souvent, la relève est prête. Mais une nuit, alors qu'elle travaillait tard dans son atelier, elle ressentit une étrange présence. Elle se retourna et vit une silhouette sombre près de la porte, avant qu'elle ne disparaisse dans un souffle glacial. Le lendemain, elle raconta à Tunde qui, inquiet, installa un système de sécurité plus renforcé. Pourtant, les nuits suivantes, Adaeze faisait des rêves où elle était pourchassée dans une grande forêt par des femmes aux yeux rouges et à la voix de Morayor. Elle lui disait « Tu ne peux pas échapper à notre malédiction ». Elle se réveillait en sursaut, transpirante. Elle consulta un homme de Dieu à Lagos par visioconférence. Il lui dit « Le sang versé par Morayor et ses filles crie encore. Il faut clore le chapitre spirituellement. » Il lui recommanda un jeûne de 21 jours, avec des prières spécifiques. Adaeze obéit. Pendant cette période, elle coupa tous ses voyages, resta à la maison, priait chaque nuit à minuit. Le 21e jour, dans son rêve, elle vit Morayor, Torpet, Lara et Omolara enchaînés, criant « Libère-nous ». Elle leur répondit dans le rêve « Vous ne me tenez plus. Vos chaînes sont rompues. » Et à ce moment, une grande lumière descendit du ciel et les fit disparaître. Elle se réveilla en paix, comme si un fardeau de plusieurs années venait de tomber. Dès lors, plus de cauchemars. Sa vie retrouva une stabilité absolue. Elle reçut une invitation officielle du gouvernement nigérian pour être honorée comme ambassadrice culturelle et influenceuse globale de la jeune femme africaine. Elle et Tunde voyagèrent avec Nneka, et à leur arrivée, l'aéroport était bondé de journalistes, de caméras, de partisans. On l'appelait désormais « la reine de l'aiguille ». Elle reçut sa décoration des mains du président en personne, qui salua son courage, sa résilience et sa créativité. À Ofu, une statue fut érigée à son effigie devant l'école de couture. Père pleura lorsqu'il vit cela. « Moi, un homme ordinaire, j'ai engendré une reine. » Il remercia Dieu pour toutes les grâces reçues. Le soir, après les célébrations, Adaeze regarda le ciel étoilé depuis le balcon de sa chambre et murmura « Maman, tu peux être fière. Je suis allée jusqu'au bout. » Tunde la rejoignit, l'enlaça et lui dit « Ceci n'est que le début. Nous avons encore tellement à accomplir ensemble. » Elle sourit, les yeux brillants de gratitude. Cette nuit-là, elle dormit sans peur, sans douleur, dans la paix parfaite d'une destinée enfin affermie. L'année suivante fut une succession de bénédictions pour Adaeze et Tunde, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Leur maison de couture basée à New York étendit ses ramifications dans 3 autres pays, le Ghana, la France et les Émirats arabes unis. L'école de couture à Ofu devint une référence dans toute l'Afrique de l'Ouest et accueillait désormais des étudiantes de plusieurs pays africains grâce aux bourses qu'Adaeze finançait elle-même. Tama, fidèle à leur amitié, fut nommée co-directrice de la fondation Adaeze et Tunde, qui regroupait toutes leurs initiatives éducatives, sociales et entrepreneuriales. La petite Nneka grandissait au milieu de ce monde de créativité et d'amour, entourée d'art, de musique et de prière. Elle avait à peine 6 ans qu'elle savait déjà reconnaître différents types de tissus au toucher et dessinait des croquis que ses parents accrochaient fièrement dans leur bureau. Un jour, lors d'un événement humanitaire au Kenya, Adaeze fut approchée par une fondation américaine qui proposa de produire une série documentaire sur sa vie afin d'inspirer des millions de jeunes filles à travers le monde. Elle accepta à condition que l'histoire reste fidèle à la réalité, sans enjolivement ni exagération. Le tournage commença quelques semaines plus tard, avec des interviews de son père-père, de la reine du royaume d'Ofu, de Tama, de Tunde, et même de quelques anciennes élèves de l'école de couture. À travers les images, le monde découvrit la vie d'une orpheline rejetée devenue icône mondiale. Lors de la projection officielle à Lagos, Adaeze fut ovationnée pendant plusieurs minutes. Ce jour-là, Père monta sur scène, prit le micro, les yeux embués de larmes, et dit « Tout ce que j'ai perdu m'a été rendu à travers cet enfant. Mon épouse, mes rêves, ma dignité. Dieu m'a tout rendu au centuple. » Le public pleura avec lui.
Ce fut un moment inoubliable. La série fut diffusée sur plusieurs plateformes internationales et fut traduite en 17 langues. L'impact fut immédiat, des centaines de jeunes filles commencèrent à écrire à Adaeze, certaines partageant des histoires de douleurs similaires, d'autres lui demandant conseil. Touchée, elle lança un programme de mentorat en ligne appelé Lumière d'Afrique, pour les guider personnellement dans leur parcours de vie et de résilience. Pendant ce temps, Tunde, toujours aussi présent et investi, fit grandir leur entreprise de conseil qui devint le partenaire officiel de plusieurs institutions africaines. Ensemble, ils bâtirent un empire fondé sur la justice, la foi et l'amour. Pourtant, même au sommet, Adaeze n'oubliait jamais les cicatrices du passé. Un jour, elle reçut un message inattendu d'un pasteur qu'elle ne connaissait pas, basé à Abuja. Le message disait simplement « Madame Adaeze, priez pour votre enfant. Ne laissez pas la lignée du mal se propager. » Elle resta figée devant l'écran. Son cœur accéléra. Elle montra le message à Tunde, qui contacta discrètement l'homme de Dieu. Ils organisèrent une rencontre privée. Lors de cette rencontre, le pasteur les regarda longuement et dit « Votre fille porte une lumière rare, mais les ténèbres anciennes cherchent à éteindre cette flamme dès maintenant. Vous devez l'initier spirituellement à sa destinée. » Après avoir prié avec eux, il leur conseilla de faire baptiser Neka dans un environnement spirituel sain, de la consacrer entièrement à Dieu et de la former dans la voie de la vérité dès son jeune âge. Adaeze comprit que même si Morayor, Torpet, Lara et Omolara n'étaient plus les racines du mal, elle pouvait toujours tenter de germer à travers de nouvelles alliances. Elle décida de prendre l'avertissement au sérieux. Elle retourna à Ofu avec Tunde et Neka pour une grande cérémonie de consécration. La reine, Tama, père et toute l'école de couture assistèrent à l'événement. Les prières furent ferventes. Une veilleuse symbolique fut allumée en l'honneur de toutes les âmes blessées du passé, et Adaeze prononça des paroles puissantes devant toute l'assemblée, « Je refuse que ma fille hérite de mes douleurs. Elle héritera uniquement de ma force, de ma lumière et de mon amour. » La foule applaudit. Le pasteur posa ses mains sur la tête de Neka et dit, « Elle sera une étoile dans sa génération, une bâtisseuse de paix. » Le cœur d'Adaeze était apaisé. La paix spirituelle régnait désormais dans leur lignée. De retour à New York, les projets s'enchaînèrent. Adaeze fut sollicitée pour enseigner une masterclass à Harvard sur la résilience entrepreneuriale. Elle devint conférencière invitée dans plusieurs universités et forums, où elle partageait son histoire sans maquillage, sans fard, avec un cœur vrai. Elle n'avait pas besoin de broder son parcours, il était déjà une étoffe rare que personne ne pouvait reproduire. Quelques années plus tard, elle publia un livre intitulé Couture et cicatrices, dans lequel elle retraçait toutes les étapes de sa vie, de son enfance à sa consécration. Le livre devint un best-seller, traduit en plusieurs langues, et utilisé dans des écoles comme ouvrage de référence. Lors de la signature officielle à Abuja, une vieille femme s'approcha d'elle en larmes et lui dit « Ma fille, ton histoire m'a guérie. Tu as sauvé plus de vies que tu ne peux l'imaginer. » Adaeze la prit dans ses bras, émue. Plus tard ce soir-là, en regardant Tunde et Neka dormir paisiblement, elle sentit son cœur éclater de gratitude. Elle se rappela de l'adolescente qu'elle avait été, cousant en cachette derrière la maison, humiliée, rejetée, menacée, mais toujours remplie de rêves. Elle sourit. Elle avait vécu 1000 morts, mais elle s'était relevée 1001 fois. Le lendemain, elle reçut une lettre du palais de la reine. La lettre annonçait que le roi actuel de Ofu était gravement malade et que, conformément à la tradition, un successeur devait être choisi parmi les nobles ayant servi le peuple. À la grande surprise d'Adaeze, elle y était proposée, non pas comme reine mais comme représentante culturelle royale, avec rang équivalent à un membre de la couronne. Ce rôle l'autoriserait à siéger au Conseil royal, à représenter le royaume lors d'événements diplomatiques et à participer aux décisions clés. Tunde, ému, l'encouragea à accepter. C'était pour lui l'ultime reconnaissance. Adaeze accepta humblement. Lors de la cérémonie d'intronisation, elle portait une robe qu'elle avait elle-même conçue, mêlant le tissu aeshoke royal à des broderies dorées symbolisant la Renaissance. En montant sur l'estrade, elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Maman, j'ai franchi la dernière montagne. » Le chef des anciens posa la coiffe traditionnelle sur sa tête et proclama « Aujourd'hui, la fille rejetée devient gardienne du trône. » Une ovation explosa.
père, les larmes aux yeux, fut porté en triomphe par les jeunes du village. C'était la consécration. Ce jour-là, Adaeze ne devint pas seulement une légende vivante, mais un flambeau pour des générations à venir. Elle avait montré que peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est où l'on va. Et elle allait toujours plus loin, portée par la foi, l'amour et la force de sa vérité. La boucle était bouclée. Si cette histoire vous a touché, inspiré ou ému, alors montrez-le en laissant un j'aime, en commentant ce que vous avez appris et en partageant la vidéo avec vos proches. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires puissantes. Chaque semaine, nous vous offrons des récits africains captivants, porteurs de leçons de vie et d'espoir. Votre soutien compte énormément pour faire grandir cette communauté de passionnés. Merci d'être là, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.